Bienvenue sur La Romance C'est Gnangnan, le podcast des lecteurs de romances et autres amateurs d'histoires d'amour. Je suis Swolène, lectrice et animatrice du podcast. Il y a quelque temps, nous avons longuement parlé de romantic suspense et cette fois-ci, avec mon invité, nous allons discuter d'un autre sous-genre qui est assez proche. Il s'agit de la romance militaire. Je me suis demandé si l'on peut la considérer comme un genre hybride, mi-action, mi-romance. Préparez-vous une boisson isotonique, installez-vous confortablement dans votre fauteuil de lecture et détendez-vous. Je m'occupe de vos oreilles. Si vous aimez le podcast La Romance C'est Gnangnan, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cet épisode ou lui attribuer des étoiles sur Apple Podcast. Pour parler de romance militaire, j'ai invité une auteure francophone qui a déjà publié les séries Unité d'élite et Mac 2. Il s'agit de Lauraline Braderne. Bonjour et bienvenue sur le podcast, Lauraline. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Eh bien, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Avant d'entrer dans le vif du sujet de la romance militaire, tu vas pouvoir nous parler un peu de toi. Tu es auteur de romances militaires et de romances historiques. Tu es publié chez BMR et tu as également choisi de t'auto-éditer. Tu es donc ce que l'on appelle une auteure hybride. Quel est ton parcours pour en arriver là ? Alors, j'ai un parcours, je pense, un peu atypique, dans le sens où, petite, je parlais d'écrire, j'écrivais plein d'histoires, etc. Et puis bon, c'est passé avec les études, etc. Voilà. Et à l'occasion d'une grossesse qui posait problème, où j'ai dû rester allongée très longtemps sans bouger, avec beaucoup de stress, je lisais énormément. Et une personne de mon entourage en avait ras-le-bol de m'entendre tout le temps râler, parce qu'il y avait toujours un truc qui me plaisait pas, soit dans l'héroïne, soit dans le déroulement de l'histoire, etc. Et donc ma mère un jour finit par me dire: «J'en ai assez, tu prends un crayon, tu prends un papier et t'écris une histoire comme tu aimerais la lire». Et je me suis lancée. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire en fait les premiers chapitres de Combat d'amour. Et les choses faisant, la vie passe évidemment, j'accouche, plusieurs enfants à gérer, le boulot, donc forcément, j'avais tout laissé tomber, c'était resté dans un petit coin, voilà. Ma grossesse suivante, rebelote, je me retrouve allongée, je peux pas bouger non plus, énormément de stress aussi parce que, c'était des grossesses, avec beaucoup de danger pour le bébé. Donc je me suis remise à lire et puis du coup, j'ai ressorti, mon petit fichier, j'ai recommencé à écrire un petit peu et puis, là, pareil, naissance du bébé, trop occupée avec 3 enfants, le boulot, tout ça, j'ai tout laissé tomber. Et des années plus tard, donc en décembre 2015, j'ai une conversation avec ma maman qui donc m'avait accompagnée chaque fois au cours de ses grossesses, était à côté de moi et m'entendait râler après mes lectures et qui m'avait encouragée donc à écrire une histoire, comme je voulais la lire. Au cours d'une conversation avec elle, elle me dit, c'est dommage, en tant que femme, souvent on s'oublie, on se sacrifie un peu pour ses enfants, pour son métier et cetera. Elle me dit: «J'aimerais bien que tu fasses pas comme moi et que tu essayes d'aller jusqu'au bout d'un de tes rêves d'enfant. Quand tu étais petite, tu parlais tout le temps d'écrire et cetera. Moi, j'aimerais bien que l'histoire que tu as commencé à écrire là, il y a quelques années, tu la finisses». Et en fait, elle m'a fait promettre d'aller jusqu'au bout de ce projet, pour pas avoir de regrets. Parce qu'elle, elle avait des regrets, en fait, d'avoir jamais cherché à atteindre, ses rêves, de jeune fille, quoi. Et c'est vraiment des conseils avisés, tout ça. Voilà. Et en fait, il se trouve que malheureusement, mes parents ont été tués quelques semaines plus tard. Et donc en fait, cette promesse que ma maman, m'avait «arrachée» entre guillemets, c'est devenu un petit peu ma bouée de sauvetage. Je voulais absolument la tenir. Donc j'ai commencé à écrire. J'écrivais sur une plateforme d'écriture, j'écrivais sur Wattpad, D'accord. que beaucoup de gens connaissent. Et en fait, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée parce que j'avais des lectrices qui lisaient, qui m'encourageaient. C'était stimulant et puis surtout, ça me permettait de sortir, la tête, un petit peu de tout ce que je vivais. Donc j'ai commencé à écrire, à écrire, à écrire. J'ai passé mes nuits à écrire parce que, disons-le, je travaillais le jour, j'avais les enfants à gérer, la famille, la maison, comme toute maman, hein, et je dormais très, très peu parce que, j'étais, dans un contexte de stress et de souffrance très important. Donc je dormais 2-3 heures par nuit et donc le reste du temps, j'écrivais. Donc j'ai écrit
mais je crois qu'il y a 290 ou 293 chapitres, je ne sais plus exactement, en l'espace de 2 ans à peu près. J'ai écrit l'équivalent de 4 tomes d'une romance historique. Et en parallèle, je vivais aussi, bon, évidemment, quand on traverse un drame où on perd toute sa famille, c'est un peu compliqué, on dira. Et j'avais des soucis, entre guillemets, un peu émotionnels. Et donc, je me Mmh. suis retrouvée à me lancer dans l'écriture d'unités d'élite en parallèle que j'écrivais Combat d'amour, parce que j'étais en plein dans ce qu'on appelle le syndrome du survivant. Mmh. Et j'avais besoin de mettre sous papier, en fait, de jeter ce que je ressentais. Ouais, en fait, l'écriture, a vraiment eu un rôle cathartique pour toi? Voilà, donc en fait, c'est ça. Je veux dire, autant quand j'ai commencé à écrire, que j'étais enceinte, que j'avais des problèmes, que j'avais peur de perdre mes bébés, c'était aussi une manière d'évacuer mon stress, l'écriture. Et puis, beh, quand le drame est arrivé, ça a été mon moyen de survivre, ni plus ni moins, parce que je Mmh. pense que j'aurais pas eu ça, je me serais effondrée totalement, voilà. Donc ça a été, vraiment, une manière de sortir tout ce que j'avais à sortir et de trouver un peu d'apaisement et surtout de «rêver», entre guillemets, d'échapper à la réalité. Pour moi, la lecture, ça a toujours été échapper à la réalité et l'écriture, c'est pareil. Et là-dessus, j'ai eu la surprise un jour de voir quelqu'un débarquer dans mes messages privés sur Wattpad, une maison d'édition. C'était, ouais, c'était BMR, donc qui m'a demandé comment je comptais finir l'histoire, parce que j'avais pas fini d'écrire encore Unité d'élite, le tome 2. J'étais en train d'écrire le tome 2, et donc je leur expliquais un peu comment je voyais les choses et tout ça. Et là, bah, l'éditrice m'a dit on signe un contrat. Donc, je me suis retrouvée propulsée dans l'édition sans l'avoir cherché parce que j'avais même pas fait de soumission, rien du tout. Et il se trouve que quelques semaines après, j'ai eu par le même biais, par le biais de Wattpad, j'ai eu 2 propositions de 2 autres maisons d'édition pour Combat d'amour. Mmh mh. Et au final, donc 6 mois après, j'ai signé le contrat d'édition pour Combat d'amour avec une maison d'édition canadienne. Voilà. Donc c'est comme ça que je D'accord. suis tombée dans l'édition. Et puis, et puis je connaissais pas du tout le milieu, donc j'ai découvert le milieu. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui m'ont un petit peu heurtée, dans le sens où des choses qui pouvaient être très importantes pour moi dans l'histoire, on me demandait de les enlever. Ouais, lors des corrections éditoriales, c'est ça? Voilà, lors des corrections éditoriales, donc quand c'est quelque chose simplement sur de la formulation, tout ça, il y a pas de souci. Mais quand on vous demande d'enlever, quelque chose, où c'est vos tripes en fait qui en parlaient, parce que c'est des choses que j'avais vécues, des émotions que j'avais vécues, Oui. c'est très, très compliqué psychologiquement en fait de se dire, pour moi c'est toute l'essence de l'histoire quoi, c'était presque la raison, de l'écriture de l'histoire, et quand on vous demande de l'enlever, c'est compliqué. Donc bon, mais après ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut négocier quand même. Donc on négocie des fois avec les maisons d'édition en leur disant: «Non mais ça je veux vraiment le garder», et après il faut faire des concessions, il faut accepter d'enlever d'autres choses. Donc c'est vrai que j'ai découvert ça. J'ai découvert aussi la pression qu'il peut y avoir parce que des fois on a des dates butoirs et ben, on n'est pas prêt. Genre, quand vous n'avez pas fini d'écrire une histoire et qu'on vous dit: «Non, non, mais il faut que le manuscrit soit rendu à telle date», c'est hyper angoissant, surtout quand on est stressé. Moi je suis quelqu'un d'une Mmh mh. nature un peu stressée, donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué à gérer. Et puis bon, après, il y a différentes choses. Selon les maisons d'édition, on peut avoir vraiment les couvertures qu'on veut. Des fois, on nous les impose. Ouais, il y a plein de choses comme ça qui font que je me suis rendu compte que finalement, ça me correspondait pas tellement, l'écriture avec les maisons d'édition, que je préférais être en fait libre et pouvoir choisir ce que je veux mettre ou ce que je ne veux pas mettre. Voilà. Donc c'est pour ça que les suivants, je les ai fait en auto-édition pour pouvoir garder cette liberté, à la fois de choisir les couvertures, de choisir ce que je mets dans le texte, ce que je ne mets pas, et cetera. Voilà. Du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée hybride, mais à l'origine, quand j'ai commencé à écrire, je n'avais absolument pas envisagé d'être publiée. Where is the meaning? When will you choke on your Tu nous expliques que, tu t'es lancée dans l'écriture pour un but, plutôt thérapeutique. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es un peu plus sereine dans ton écriture? Heu, bah, ça dépend. Ça dépend. Non, en fait, je suis persuadée qu'à moins peut-être d'écrire de la science-fiction ou peut-être du polar, du thriller ou des choses horrifiques, quelque part, il y a toujours un petit bout de l'auteur dans un livre. Et c'est vrai que moi, eh ben, il y a des histoires qui sont une grande partie de ma vie, entre guillemets, ou qui s'imprègnent plutôt d'une certaine partie de ma vie, et d'autres, beaucoup moins. Ça dépend. Alors c'est vrai que, bah, je pense que quand on débute, on a plus tendance à mettre beaucoup de soi-même, et puis au fil du temps, au fur et à mesure qu'on écrit de plus en plus de livres, bah, je pense qu'on doit s'en détacher un petit peu plus, et puis ce qu'on a déjà dit dans des bouquins, on n'a pas besoin de le redire dans les suivants.
Donc forcément, je pense qu'au fil du temps, ça se dilue un petit peu et qu'on a moins ce côté, je sais pas si on peut dire engagé, mais ce côté un peu, «autobiographique» entre guillemets, Oui. dans les livres. Mais je sais que par exemple, quand j'ai écrit Enfer au paradis, je suis partie la première partie, c'est totalement autobiographique parce que c'est un voyage à Bali que j'ai effectué. Donc j'ai fait appel à mes souvenirs, donc il y a énormément de moi dans la première partie, bon pas dans la deuxième, je rassure, pas dans la deuxième. Mais voilà, et il y a toujours comme ça des quoi, du moins pour moi, il y a Mmh. toujours des parties de moi que je mets dans les livres. Ever stop? Do I have choices? Pour en savoir un peu plus sur tes goûts, je te propose de jouer au Gnangnan Quiz. Je vais te donner 2 propositions et tu Oui, devras choisir l'une ou l'autre très vite, sans réfléchir. d'accord, T'es prête? c'est bon. Alors, Lauraline, bonbon ou chocolat? Chocolat, Pour lire, romance historique ou romance militaire? Vite, vite, vite! militaire, Pour écrire, romance historique ou militaire? militaire, Ton book boyfriend, uniforme ou civil? uniforme, Armée de terre, armée de l'air ou marine nationale? armée de l'air, Romance doudou ou torturé? allez, doudou, Pour écrire, en pyjama ou habillé? habillé. Lauraline, d'après toi, la romance militaire, qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, c'est une romance, donc forcément, c'est censé faire rêver et bien se terminer, du moins pour l'héroïne, pas forcément pour le héros, mais au moins pour l'héroïne, que ça se termine bien. Et militaire, forcément, donc avec un des 2 protagonistes, pas forcément l'homme d'ailleurs, un des 2 protagonistes qui est militaire, qui est dans l'armée. Après, ça, c'est la base, mais j'ai pas forcément la même définition de la romance militaire que n'importe quelle lectrice. Pour moi, une romance, dite militaire où simplement le protagoniste, on dit qu'il porte l'uniforme pour, entre guillemets, «faire fantasmer un peu la lectrice» parce que, il y a quand même ce fantasme un peu sur les hommes en uniforme, mais où il n'y a quasiment rien en rapport avec l'armée, dans l'histoire, qu'il y a juste une romance, pour moi, c'est pas une romance militaire. Pour moi, une romance militaire, il faut vraiment qu'il y ait, dans le contexte, un contexte militaire. Alors soit par un par l'apport d'un sujet grave en rapport avec ce que peuvent vivre les militaires, et je pense notamment, par exemple, à tout ce qui va être, syndrome de stress post-traumatique. Soit il faut vraiment qu'il y ait un contexte militaire, au niveau de l'action, de l'environnement, donc avec vraiment une immersion dans une unité, dans des missions, dans ce genre de choses. Oui, je suis assez d'accord avec toi et j'ai envie de dire du coup que la romance militaire, c'est un sous-genre qui est hybride, comme le romantique suspense, dans le sens où on a 2 attentes. C'est une véritable romance, bien développée, mais aussi avec un cadre militaire prégnant, avec de l'action, enfin avec un vrai lien par rapport à cet environnement militaire. Si on n'a pas de l'action ou le suspense, lié à ce contexte, alors on tombe dans de la romance contemporaine. Oui, 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 pour moi, c'est ça. Après, c'est vrai que je fais quand même une petite différence et il y a des romances que je considère comme militaires, même s'il y a pas d'action réellement militaire, parce que c'est des romances qui vont traiter, du côté psychologique de tout ce qui Mmh. peut être un traumatisme lié à l'armée ou à des missions ou quoi que ce soit. Que doit-on retrouver, dans les romans de romance militaire? Est-ce qu'il y a des thématiques récurrentes? Alors oui, voilà, le syndrome de stress post-traumatique, c'est une thématique, récurrente. Il y a en thématique récurrente, il y a le côté, fantasme de l'uniforme, donc avec les gars qui sont, submergés par les filles qui leur courent après et cetera, Mmh. qui est une réalité quand même, il faut le dire. C'est pas que voilà, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent traité, qu'on revoit beaucoup dans les romances militaires. Heu, Après, moi, le regret que j'ai souvent, c'est qu'il y a des romances militaires qui sont trop glamour, dans le sens où on voit que le côté, je sais pas si on peut dire sympa, mais ouais, le côté glamour, du fait d'être avec un mec, en uniforme et tout, et on voit pas le revers de la médaille, et notamment ce côté en fait, du conjoint. Alors c'est souvent la femme, hein, mais du conjoint, la base arrière qui en fait vit des difficultés qu'on ne soupçonne pas forcément si on connaît pas le milieu. Ouais, ça fait partie des thématiques que j'ai relevées aussi dans mes lectures, hein, la tension dans un couple due à l'éloignement lors de déploiements longs,
les missions de sauvetage, bien sûr, la place de la femme dans un milieu qui est historiquement masculin. Ça, d'ailleurs, on va en Oui. parler par rapport à tes romans. Les traumatismes qui font suite à des situations difficiles. Dans tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, on sort de ce cliché des nanas qui veulent juste lire des histoires d'amour avec des hommes ou des femmes en uniforme. Je pense qu'on n'en est plus là aujourd'hui. Une romance militaire, ça veut dire que on va avoir une histoire intense et qu'il y aura peut-être aussi des actes d'héroïsme. Mais en tout cas, on va avoir des hommes et des femmes qui font preuve d'abnégation, de résilience. On est vraiment sur ces thématiques-là, je pense. Alors je pense qu'il y a quand même énormément de romances militaires, d'auteurs, américaines, notamment, qui sont traduites en français et on n'a pas forcément les mêmes visions par rapport aux romances militaires écrites par des auteurs françaises. Dans le sens où, moi je trouve que les romances américaines sont quand même assez clichés dans le sens, bon, ultra patriotique, mais aussi, on nous présente toujours des mecs, ils appellent ça les mâles alpha, hein, sûrs d'eux et cetera, toujours, au top, entre guillemets. Et moi, le reproche que je fais, c'est qu'on montre pas assez les fêlures qu'il peut y avoir. Ouais, c'est ça, on a le côté un peu waouh et je suis assez d'accord avec toi, c'est que moi, en tant que lectrice, j'ai beaucoup d'attentes concernant la psychologie des personnages, hein, dans le cadre des romances militaires. Alors, c'est assez vrai dans la romance en général, hein, on s'attend à avoir des personnages, assez développés. Mais en romance militaire, c'est d'autant plus important et j'imagine que c'est d'autant plus complexe pour l'auteur de faire quelque chose de crédible, mais qui sera crédible dans l'esprit d'un civil comme moi, par exemple, qui n'a, par chance, jamais vécu ce type de situation. Alors oui, parce que justement, il y a des clichés. Il y a Ouais. plein de clichés. Et je veux dire, le plus beau cliché quand même qu'on peut avoir, c'est qu'un mec, un militaire, ça pleure pas, quoi. Sauf que ben non, si ça pleure. Mmh. Et ça pleure des fois beaucoup, mais ça le montre pas ou ça essaie de le cacher, voilà. Parce que je sais pas pourquoi, des clichés de notre temps, hein, des idées qu'on a de notre temps, que c'est l'homme viril par excellence, l'homme fort par excellence, et que c'est presque une machine. Sauf que oui, ils sont peut-être des machines dans le boulot parce qu'ils font des choses qu'on leur demande qui sont difficiles. Donc, Mmh. effectivement, il faut cloisonner, et psychologiquement, il faut être blindé pour faire ce qu'on nous demande, même si des fois, ben, ils n'ont pas, ils ont pas forcément envie de le faire ou ils sont pas forcément d'accord. Mais je veux dire, il y a des ordres, il faut les suivre. Voilà. Donc il y a ce côté Mmh. où ils peuvent paraître comme des machines blindées et tout. Et puis il y a l'autre côté, c'est-à-dire qu'une fois que la mission est terminée, que les débriefs sont faits, ben, il y en a qui s'écroulent. Et ça, c'est, je dirais, on le cache soigneusement sous le tapis, entre guillemets. Après cet essai de définition de la romance militaire, nous allons l'illustrer en parlant de romance militaire en général, mais aussi de ta série Unité d'élite, dont les 3 tomes sont sortis durant le premier trimestre 2023 aux éditions BMR. Dans Unité d'élite, nous suivons une jeune femme, soldate, qui, au début de la série, est retenue captive. Durant cette captivité, un homme est placé dans la même cellule qu'elle. Ils ne se voient pas, ils sont dans le noir. Ils ne divulguent pas non plus leur identité réelle. Mais malgré tout cela, une intimité et un lien de confiance se développent entre eux, dans ces circonstances où les émotions sont exacerbées. Finalement, Alissandra s'en sort en pensant que son complice de cellule y a laissé la vie et nous la retrouvons 3 ans plus tard. Sa vie a repris son cours, même si le souvenir de Woody est toujours présent en elle. Au fil des chapitres, elle va peu à peu comprendre qu'on ne lui a pas forcément dit toute la vérité sur le déroulement du sauvetage. Ce que je trouve remarquable dans tes romans, et que j'ai adoré, hein, dans cette série en particulier, c'est que la partie militaire est à chaque fois très développée. Le fonctionnement hiérarchique, la nécessité de la confidentialité, les équipements, la stratégie de terrain. On est vraiment en immersion. D'où te vient ton inspiration? J'ai un papa et un mari qui sont passés dans la case armée de l'air. Et j'ai eu un environnement, quand j'étais petite, assez imprégné, on dira, tout ce qui est l'armée. Je pense qu'on peut dire qu'à l'adolescence, j'avais plus vu de films de guerre et de documentaires militaires que de comédies musicales. C'était un univers dans lequel j'ai baigné. Je voulais être militaire. Je voulais être militaire. En fait, c'était mon rêve à l'époque. Il n'y avait pas encore de pilote de chasse féminine. Caroline Aigle n'était pas passée par là encore. Mais mon rêve, ça aurait été d'être pilote de chasse.
Et comme c'était pas possible à l'époque, parce que c'était pas ouvert aux femmes, hein, ni plus ni moins, je m'étais rabattue sur la possibilité d'être pilote d'hélicoptère de combat. Et il se trouve que malheureusement, j'ai eu un souci de santé assez important qui a fait que je n'avais plus le droit de faire sport et que donc, en gros, tous les métiers physiques m'étaient interdits. J'avais quatre possibilités de métiers qui me plaisaient. J'ai atterri sur le dernier parce que c'était le seul qui me restait, qui ne demandait pas une forme physique très développée, quoi. Et il se trouve que voilà, mon beau-père était chasseur alpin aussi. Dans mon entourage, on a des copains qui sont voilà, dans l'armée. Donc voilà, c'est un univers que je connais pas mal, quoi. Et puis, comme c'est un univers qui m'intéressait beaucoup, j'ai toujours été bien renseignée dessus. Dans ta série, tu développes de nombreuses scènes de mission. C'est très prenant, c'est très immersif. J'imagine que ça demande un travail préparatoire assez important. Alors oui, je passe quasiment autant, si ce n'est plus de temps en recherche documentaire qu'en écriture. Pour Unité d'élite, il faut quand même savoir que beaucoup d'éléments sont tirés de faits réels. D'ailleurs, je le mets en note, dans les notes de bas de page souvent. C'est-à-dire que je me suis servie d'opérations réelles, de base, pour développer mon intrigue. Voilà. Avec les infos auxquelles j'avais accès sur ces opérations-là. Alors après, on a de la chance, c'est que l'armée américaine communique beaucoup plus que l'armée française. Donc à l'origine, j'aurais voulu écrire sur les commandos marines français. Mais à l'époque, quand j'ai commencé donc à écrire en 2016, c'était pas le cas au niveau de l'armée française. Ils communiquaient absolument pas, c'était le blackout total pour avoir des infos. Alors qu'avec les Navy Seals, c'était beaucoup plus facile quand on sait où chercher. Puis en plus, disons que je connaissais quelqu'un qui était sur la base d'Océana, donc ça m'aidait un petit peu. Et c'était beaucoup plus facile en fait d'avoir des infos sur les forces spéciales de l'armée américaine que sur les forces spéciales de l'armée française, parce que les Français sont beaucoup plus secrets. Je trouve qu'en romance militaire, on sent d'autant plus les partis pris des auteurs, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui jouent à fond la carte du militaire en uniforme avec la plaquette de chocolat, le fantasme ambulant, et on a aussi les auteurs qui nous font vivre une grande aventure avec tout un arsenal d'équipements et qui nous développent toute une armurerie, et on a d'autres auteurs comme toi qui dévoilent la réalité toute crue. C'est quelque chose qui m'a surprise dans le tome 1 d'Unité d'élite, comme si tu avais oublié le filtre glamour que l'on a l'habitude d'avoir en romance. C'est-à-dire qu'en romance, on voit rarement le héros du roman en train de glander dans son canapé devant Netflix avec une bouteille de bière dans la main droite et la main gauche dans le calbut. C'est ça que j'appelle le filtre glamour. Alors, je rassure nos auditeurs, cette scène-là n'est pas tirée d'Unité d'élite. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Non, parce qu'en fait, moi, je dirais pas que ça m'énerve un petit peu, mais si quand même. Ça m'énerve les fausses idées qui sont véhiculées à droite et à gauche, comme ça, par rapport aux militaires. Ça m'énerve parce qu'en fait, cette fausse idée, et je pense que les militaires ne me détromperont pas, cette fausse idée a quand même des effets néfastes. C'est-à-dire que le nombre de filles qui vont essayer de se mettre en couple avec un militaire parce qu'elles ne voient que le côté glamour, et puis qui en fait se retrouvent au premier déploiement complètement effondrées, désemparées, parce que c'est pas ce à quoi elles s'attendaient, et qui au final vont lâcher les militaires qui, eux, sont au front et qui peuvent très très mal le vivre de se faire larguer comme ça alors qu'ils sont en mission et tout. Ça m'énerve. Voilà. Donc c'est vrai que je préfère montrer les choses telles que j'ai pu les voir, ou telles que voilà, que je les ressens, quoi. Et clairement, non, c'est des hommes comme les autres, et ils ont besoin de souffler, ils ont besoin de déconner, hein, entre guillemets. Ils ont aussi cet esprit des fois de compétition entre eux qui a besoin de s'exprimer, alors de différentes manières. Et c'est pas forcément en se tapant dessus, parce que c'est pas la bonne solution non plus. Voilà, donc ça peut, voilà, par le biais des paris. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de professions aussi, où il y a de longs moments d'attente, des histoires de paris, etc. Il y a pas que chez les militaires d'ailleurs, hein. Les professions où il y a beaucoup d'attentes, des fois, voilà, c'est un peu une manière de passer le temps et de se mesurer les uns aux autres, quoi. Donc oui, c'est vrai, c'est un peu un parti pris. De la même manière, c'est vrai que bon, c'est pas forcément très politiquement correct, hein, ce dont j'ai pu parler dans le tome 1 et dans le tome 2, notamment vis-à-vis de l'attitude que peut avoir des fois l'administration américaine vis-à-vis des femmes. Mais c'est une réalité. Ça fait du lien avec ma question suivante, c'est dans Unité d'élite, ton héroïne est elle-même une soldate. C'est un type de personnage vraiment intéressant puisqu'il permet de travailler plusieurs facettes. La soldate,
la femme, peut-être même la mère, et finalement on se retrouve avec une source infinie de thématiques ou de problématiques à aborder. Le problème, il est là, c'est que souvent on fait le raccourci, un militaire, c'est un militaire. Mmh. Une militaire, c'est une militaire, sauf que non, le côté militaire, c'est le côté travail. Mais derrière, il y a une personne, un être humain comme tout le monde, qui a des sentiments, qui a des réactions, qui sont en rapport avec sa personnalité et qui a aussi, une vie à côté et d'autres aspirations. Donc notamment, les mamans, papas militaires aussi, ils ont ça, mais c'est vrai que pour une maman, je pense que c'est encore plus difficile quand, parce que, on porte nos enfants, quoi. Donc quand on doit les abandonner, qu'ils ont 2 ou 3 mois parce qu'elles partent en déploiement, c'est compliqué. Je pense que c'est encore plus difficile à gérer pour une femme, pour un homme. Pour un homme, déjà, c'est compliqué de dire: «Mon petit garçon, ma petite fille vient de naître, il a 1 mois, je vais pas le revoir pendant 4 mois, 5 mois». Mais pour une femme, c'est encore plus compliqué, quoi. Et tout ça, il faut arriver à le mêler à sa vie professionnelle, c'est des sacrifices et cette notion de sacrifice aussi, on je trouve que dans les romances militaires, on la met trop en rapport avec le sacrifice de sa vie. C'est-à-dire, le soldat qui va donner sa vie pour. On montre pas forcément la notion de sacrifice par rapport à sa vie personnelle. Quand on se met en couple avec un militaire ou une militaire, c'est un mariage à 3. L'armée est toujours là au milieu. Dans tes séries, tu abordes des thèmes comme la place des femmes dans l'armée, la résilience. On sent que ce sont des thèmes qui te tiennent à cœur. La place de la femme déjà, ça me tient à cœur parce que, justement, j'aurais aimé rentrer dans l'armée et qu'à l'époque, c'était pas ouvert aux femmes. Caroline Aigle est arrivée, je crois, l'année d'après, où moi j'ai su que je pourrais jamais, monter dans un avion, voilà. Mais, ça a été très compliqué, c'est un combat et même actuellement, je veux pas dire de bêtises, mais la dernière fois que j'en ai discuté avec une amie, je crois qu'elles sont que 12 ou 15 à être pilotes de chasse en France. Donc je veux dire, c'est très peu par rapport au contingent masculin, quoi. Donc, même et encore, là je parle de la France, mais l'armée de l'air française est, je crois, l'armée la plus féminisée. Donc Mmh. c'est vraiment la composante de l'armée où il y a le plus de femmes. Mais malgré tout, elles sont vraiment peu nombreuses en comparaison des hommes. Donc ça, c'est en France et par exemple, quand on parle des forces spéciales, c'est encore pire. Forces spéciales, je crois qu'il y a qu'au pour l'instant, si je dis pas de bêtises, il y a qu'au GIGN où il y a une femme actuellement. Il n'y en a pas dans toutes les autres. Du moins sur les postes de combat, pas les postes administratifs ou autres. Mais je crois qu'il y en a qu'une au GIGN, c'est tout. Et aux États-Unis, il y a eu une loi pour permettre aux femmes, parce que jusqu'à alors je me souviens plus exactement de la date, c'est, sous le mandat de Obama, il y a eu une loi pour autoriser les femmes à accéder, à être sur la ligne de feu et malgré tout, depuis, je crois qu'il y a que 4 ou 5 femmes qui ont réussi à passer les sélections, dans les forces spéciales et elles sont pas forcément en plus, en activité. Donc c'est quand même très réfractaire, hein, le milieu militaire est quand même assez réfractaire, à l'arrivée des femmes, mine de rien. Dans tes romans, tu places souvent la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire le petit plus qui fonctionne bien en romance, les crossovers. Dans une série, par exemple, tu fais intervenir brièvement un personnage d'un autre roman. Tu fais cela avec tes propres séries, mais aussi avec des romans d'autres auteurs. Tu fais référence en fait au crossover avec les personnages de Secret défense d'aimer, Mmh. de ma copine Axel Auclair. Il se trouve qu'on était toutes les 2 sur Wattpad, on écrivait en même temps. Quoi, moi j'avais commencé à écrire Unité d'élite avant elle et on discutait beaucoup parce qu'on est bêta lectrices l'une de l'autre et on se Mmh. faisait des brainstorming, tout ça et on s'était rendu compte qu'on avait beaucoup de lectrices en commun. Et des fois, on avait des références, dans nos commentaires sur Wattpad, parce que les lectrices peuvent laisser des commentaires. On avait des références sur l'histoire de la copine. Et un jour, bon, en rigolant, mais c'était vraiment sous le ton de la plaisanterie, j'ai intégré une scène avec ces personnages, sans lui dire, et en lui disant: «Tiens, il y a une surprise pour toi dans le prochain chapitre». Et donc elle a vu ça, elle a bien aimé. On a vu des réactions, super enthousiastes des lectrices. Du coup, quelque temps après, elle a refait la même chose, mais dans l'autre sens. Donc je crois qu'on a fait 3 échanges comme ça, où on a fait allusion aux personnages les unes des autres. Et en fait, les lectrices, on s'est rendu compte qu'elles avaient adoré ça, parce qu'elles nous suivaient sur les 2 histoires. Et puis même, du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait
quelques lectrices qui connaissaient pas encore l'autre, qui en voyant les références, du coup, avaient eu la curiosité d'aller lire l'histoire de la copine et que finalement c'était très sympa. Moi et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors après moi, c'est de manière générale, par exemple, quand je regarde des séries, j'aime beaucoup retrouver des personnages de d'autres séries, tu vois? Donc et du coup, comme c'est quelque chose que j'aime bien, j'ai tendance à le faire, quoi. Donc c'est vrai que, là, typiquement, Unité d'élite, il y a un crossover avec Mac 2 parce que, il se trouve que même si d'un côté c'est l'armée française, de l'autre c'est l'armée américaine, quand ils sont en déploiement, les bases sont un peu internationales souvent. Donc, Mmh. forcément, les Français côtoient des Américains, des Anglais, des Canadiens, et voilà, ils côtoient plusieurs nationalités. Donc, c'était l'occasion ou jamais. Oui, et du coup, là, dans le tome 3, j'ai commencé à glisser l'apparition de nouveaux personnages que je pense les lectrices retrouveront dans quelques temps dans un autre livre. Justement, tu m'avais parlé de cette série d'Axel Auclair, Secret défense d'aimer, et j'ai lu le tome 1 il n'y a pas longtemps. C'est une série qui est assez différente de la tienne, je trouve, hein. Ça se déroule aussi dans l'armée, on a ce contexte très présent. Mais moi, ce qui m'avait surprise, c'était déjà la couverture, puisque elle fait pas du tout militaire la couverture, hein. On dit c'est une paire de chaussures comme des Doc Martens. Je me suis dit: «C'est bizarre quand même». Ils le classent, en plus ils ont une classification particulière, Hugo Roman, ils le mettent en comédie romantique. Bon ça m'agace, cet amalgame entre la comédie romantique et la romance contemporaine, mais après lecture du 1er tome, je me suis dit effectivement, la question se pose de le mettre en romance contemporaine puisque, on n'a pas toutes les thématiques dont on a parlé un peu plus tôt. Alors en fait la couverture, parce que Axel a d'abord, fait cette série en auto-édition, et moi honnêtement je préférais la couverture de l'auto-édition. Je la trouvais magnifique, qui était beaucoup plus axée militaire, et après, voilà, il se trouve que, les auteurs n'ont pas forcément le choix des couvertures, donc c'est Hugo qui a choisi les couvertures, donc pas forcément en accord, avec les couvertures précédentes, quoi, voilà. Et puis il y a le côté comédie quand même, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans Secret défense d'aimer. Oui. Voilà. Oui, oui. Après, au-delà de ça, enfin, je pense que tu peux mettre de l'humour partout, mais je pense que pour eux, ils ont pas voulu l'enfermer dans le genre de la romance militaire pour pas perdre, une partie du lectorat, je Voilà, pense. exactement, c'est pas leur public. C'est un public très large. C'est la romance militaire quand même, c'est beaucoup plus restreint, c'est ce qu'on disait, c'est un sous-genre à part, hein. Mmh. Moi, dernièrement, j'ai découvert une tiktokeuse, qui est venue me voir en me disant: «Mais je suis réfractaire à tout ce qui est militaire normalement», parce qu'elle a connu «les mauvais côtés» entre guillemets, parce qu'elle est issue d'une famille militaire, donc elle a vécu les désagréments que ça peut causer, et elle était hésitante en fait à lire Unité d'élite. Bon après, elle a lu, elle s'est lancée et elle m'a dit: «Si tu m'as réconciliée avec», mais c'est vrai que c'est quand même un milieu particulier et qu'il y a des lectrices qui sont réfractaires, qui ne vont pas avoir même la curiosité de s'y intéresser. Après, si je compare vos 2 séries, Axel et toi, en termes d'intrigue, c'est complètement différent puisque sur la série, Secret défense d'aimer, on va pas avoir les grosses scènes, de terrain, en fait, les grosses scènes de mission. Il y en a quand même dans les autres. Tu as lu les 3 tomes? Non, non, j'ai lu que le 1er. Voilà, bon, dans les autres tomes, il y en a quand même. Mais c'est pas tout à fait la même approche, en fait. Mmh. Là, elle est plus sur une approche humoristique d'une certaine catégorie, en fait. Elle démonte aussi un petit peu l'idée préconçue des mecs très machines, mais qu'en fait, ils sont pas si machines que ça quand on commence à bien creuser, quoi. Par contre, elle a écrit une duologie qui est fabuleuse et qui est vraiment dans l'optique, moi je trouve, de Unité d'élite, c'est Fugitive. C'est une duologie et là c'est une immersion mais totale, totale dans les opérations militaires. En romance militaire, dans les avis lecture, est-ce qu'il y a des critiques négatives qui reviennent régulièrement? Des éléments où en tant qu'auteur, tu te dis: «Attention, j'ai tout intérêt à intégrer cet élément» ou justement à l'exclure ou à être plus pointilleuse? Alors, oui et non. C'est-à-dire que moi j'ai les critiques, que j'ai eues et en fait les critiques que j'ai eues sont parfois des choses qui ont été mis en point très positif chez d'autres lectrices. Donc c'est un peu le problème, c'est savoir, qu'est-ce que je fais, moi? Il m'a été reproché justement que c'était trop technique. Ah d'accord. Voilà, ça c'est un reproche que j'ai eu à plusieurs reprises, de lectrices qui disaient que c'était trop technique ou, qui trouvaient que, notamment dans le tome 2, qui comprenaient pas la psychologie du personnage.
Ouais, et je pense que c'est vraiment la difficulté de tous ces genres hybrides, hein, on en parlait sur le romantique suspense, c'est que tu vas avoir des lectrices qui vont vouloir plutôt le côté romance et du coup, bah, qui vont être, moins en attente sur la partie, militaire et puis, à contrario, tu vas avoir celles qui veulent quelque chose avec beaucoup d'action, avec beaucoup de points techniques et du coup, c'est difficile de contenter tout le monde donc oui, comme tu le Voilà. dis, à un moment donné, il faut avoir ses partis pris Voilà, et et moi, en fait, c'est ça, je veux dire, après, je sais que j'ai un lectorat qui est fidèle justement à cause des détails que je mets, du fait que ça soit très documenté, etc. mmh. Donc, quelque part, la question, c'est je fais quoi? C'est soit pour essayer d'avoir le plus grand panel, je dis, je fais moins technique, moins détaillé, mais à ce moment-là, entre guillemets, je perds le lectorat fidèle, quoi. Donc, là, c'est déjà un petit peu un dilemme. Et après, ben, il y a, comme tu dis, il y a le parti pris. Après, il y a une autre critique qu'on m'a faite, et sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi, et c'est par rapport à l'utilisation de la première ou de la troisième personne. Notamment le lectorat jeune, de plus en plus, qui a commencé la lecture de romance avec After. On entend beaucoup, souvent, ces lectrices, ces jeunes lectrices dire « Ah, mais moi, c'est la troisième personne, je peux pas me projeter, je peux pas lire. Voilà. Donc, et j'arrive pas à rentrer dans le livre. Sauf qu'on a un souci, c'est que en romance militaire, et pas que romance militaire d'ailleurs, dans une romance où il va y avoir des scènes de bataille avec beaucoup de monde, c'est impossible d'écrire à la première personne de manière réaliste. Tout simplement parce que ben, quand on est dans une scène de combat, si on veut que ça soit réaliste, on se met à la place du combattant. Et à ce moment-là, donc, on ne peut pas savoir ce que font les autres escadrons à 50 mètres, ce qui se passe derrière soi ou quoi que ce Oui. soit. On n'a pas de vue d'ensemble. Donc, écrire à la première personne une scène de combat réaliste, c'est quasiment infaisable, sauf s'il y a un ou deux combattants. Voilà, parce que ben, on a le champ de vision, on peut voir ce qui se passe devant, et voilà, c'est tout. Donc, c'est vrai que je me suis posé la question de savoir ben, qu'est-ce que je fais, parce que en tant qu'auteur, c'est dur quand même de s'entendre dire ah mais non c'est la troisième personne, je lis pas. Alors que en fait, ben non, moi j'ai eu des lectrices qui malgré tout ont osé de dire bah, je vais essayer et puis qui m'ont dit bah, finalement au bout de quelques pages je me rendais même plus compte que c'était la troisième personne, j'étais dedans et puis c'était bon quoi. Je me suis posé la question et Mac 2 est écrit à la première personne. Mmh. Pourquoi? Ben parce que Mac 2 je pouvais le faire parce que c'est un pilote de chasse et qui dans le cockpit ils sont que deux et puis le pilote de chasse, ben, il est en hauteur, donc il voit tout ce qui se passe. Donc je pouvais me permettre d'écrire Mac 2 à la première personne, parce que déjà, c'est pas le même type de combat, et que le fait qu'il soit que deux permettait simplement de le faire, quoi. Et du coup, ton retour de pratique alors sur la narration à la première ou à la troisième Alors, personne? j'avoue, alors à l'origine, je me suis lancée dans Mac 2 à la première personne aussi parce que je voulais m'entraîner à écrire à la première personne parce qu'on avait un projet de 4 mains avec Axel Auclair. Et je me disais, elle écrit à la première personne, il faut que je m'y mette aussi, quoi, pour pas qu'on voit trop de différence et tout. Donc c'était une façon de m'entraîner. Et en fait, je me suis prise assez rapidement au jeu et je me rends compte que c'est beaucoup plus facile d'écrire à la première personne qu'à la troisième personne. Quoi, moi, c'est le sentiment que j'ai. Je trouve que c'est plus compliqué dans le sens où la troisième personne demande plus de rigueur au niveau de l'écriture. Quelle romance militaire conseilles-tu? Alors comme d'habitude, je vais, poser cette question-là aussi sur Instagram et puis faire un petit récap de romances militaires conseillées. Mais toi, est-ce que tu as des titres, à conseiller? Alors en romance militaire vraiment documentée, Fugitive d'Axel Auclair. Secret défense d'aimer aussi, parce qu'il y a des trucs quand même quand Mmh. on sait les voir qui sont quand même pas mal documentés, mais elle est quand même un peu à part. Ouais, il faut pas la louper cette série, hein. Il y a Julia Teller avec Pyrénées, combattre et aimer. C'était le tome 1. Le tome 2 va bientôt sortir. C'est Combattre et résister, si je dis pas de bêtises, où là aussi on est en totale immersion avec un escadron d'hélicoptères français. En fait, c'est les escadrons qui servent notamment bon, en sauvetage et tout, mais qui servent aussi qui aident la formation des commandos de l'air. Et là, on est vraiment en immersion dans l'escadron, on est dans l'action, voilà quoi. Donc ces deux-là, ils sont vraiment bien documentés. Il y a Légion aussi d'Amélie Astier, si je dis pas de bêtises, qui est aussi très bien documenté par rapport à la Légion étrangère. Et il y a aussi Opération Reddition de Amandine Mataga, qui aborde un sujet qu'on voit peu, voire que il me semble que je n'ai jamais vu jusqu'à présent, qui est les enfants combattants. Donc ça se passe, les scènes d'action militaire, parce que bon, il n'y a pas que ça, mais les scènes d'action militaire se passent dans la région des Trois Frontières, donc c'est bien rendu aussi. Tu as Julie Christol avec OPEX, qui aborde un petit peu des problématiques stress post-traumatique, etc. Est-ce qu'il y a des films aussi qui s'apparenteraient à la romance militaire? Alors, romance militaire, honnêtement, non.
En romance, non. J'étais très friande à une époque de certaines séries qui sont très militaires, mais c'est pas forcément de la romance, c'est des séries où on suit l'évolution, je veux dire la vie des soldats, quoi, mais c'est pas forcément romance. Alors, effectivement, on peut parler du fameux, comment il s'appelle? Nos cœurs meurtris, Purple Hearts, qui était sur Netflix. Je l'ai vu, je l'ai trouvé bien par certains côtés, mais en fait, j'ai lu le livre que j'ai trouvé extrêmement décevant, plus décevant que le film. Et en fait, ce qui m'a gênée, c'est que voilà, on a joué sur le côté un petit peu, pas forcément glamour, parce qu'il y a des choses qui sont pas très glamour dans le livre, mais sur les avantages des militaires, etc. On voit le côté, les blessures qui est compliqué et tout. Pour moi, la romance, elle est vraiment après, en fait, là où ils ont coupé le film, quoi. Je l'aurais développé plus loin. Voilà, je trouve qu'ils ont coupé ce qui aurait pu être le plus beau de la romance, entre guillemets. Donc, je sais pas si on peut dire que c'est une romance militaire, quoi, du coup. Et sinon, non, au niveau film, honnêtement, là, il n'y a rien qui me vient, quoi. Ah oui, bon, après, t'as des trucs comme Top Gun. Alors pour conclure, je te propose de nous parler un peu de tes actus. Alors, les actus, je vais faire finalement un salon cette année. Je vais faire le salon de Romance Fever à Vendargues au mois de mai. Je crois que c'est le 13-14 mai, à côté de Montpellier. Et a priori, je pense que c'est le seul salon que je ferai de l'année. Sinon, en sortie, bon ben voilà, là, on attend les sorties papier pour la trilogie d'Unité d'élite. Donc, les 2 premiers tomes doivent sortir à la fin du mois, là, le 27 mars, en papier dans les librairies. Et le tome 3 doit sortir le 19 avril. Et sinon, là, actuellement, je suis en pleine écriture pour le concours Fixia en 4 mains avec ma copine Pascale Stéphane, où là, on est sur une romance sportive dans le milieu des courses de moto d'endurance. C'était un sujet déjà que j'avais un petit peu abordé dans quelques chapitres de Mac 2 et qui me plaisait beaucoup. Donc, on s'est lancé comme ça sur le concours. Donc, bon, voilà, il va falloir qu'on finisse d'écrire l'histoire et puis après, qu'on la propose. On verra ce qui va devenir, quoi, en fonction du concours. Et sinon, en cours, depuis longtemps, très longtemps, parce qu'entre-temps, j'ai été obligée de les mettre en pause plusieurs fois, j'ai l'écriture d'une romance historique dans les Highlands écossais. J'ai 2 spin-offs d'Unité d'élite qui sont en cogitation et où il y a quelques chapitres d'écrits. Et surtout, j'ai un projet qui me trotte dans la tête depuis un moment d'une série un plus romantique suspense en fait, où il y aurait des crossovers justement avec certains personnages d'Unité d'élite. Mais là, il va me falloir du temps parce que j'écris assez lentement malheureusement du fait que je fais beaucoup de recherches et puis que j'ai un travail à côté, etc. Dans le meilleur des cas, j'arrive à sortir 2 bouquins par an, c'est le grand maximum. Donc il va falloir du temps déjà pour que je finisse tous ces projets-là avant de me lancer dans l'autre gros projet de la série, quoi. Nous voici arrivés au moment de la question dilemme. Lauraline, tu préfères que ton éditeur refuse ton dernier manuscrit parce qu'il présente trop de scènes de conflits armés ou que l'armée t'envoie un courrier te demandant de dépublier l'un de tes romans car il touche de trop près à des sujets confidentiels? Je préfère que l'éditeur le refuse. Non, après, je dois dire une chose, c'est que je fais très, très attention à ce que je mets. Et en général, les choses que je mets, c'est parce qu'on peut les trouver de manière accessible. C'est jamais des choses confidentielles. Et il m'est arrivé dans Mac 2, parce que je travaille des fois avec des militaires. Il m'est arrivé pour Mac 2 notamment que une des personnes avec qui je travaillais me demande d'enlever certaines choses parce qu'elle trouvait que même si c'était accessible sur le net quand on sait bien chercher, que ça pouvait quand même être un peu dangereux. Donc, elle m'a demandé de l'enlever et j'ai enlevé effectivement ce passage-là. Voilà. Non, c'est quelque chose qui me tient à cœur quand même, la sécurité de nos soldats. Donc, voilà. Après, honnêtement, ta question, elle me perturbe là. Bon, j'espère que je viens pas de lancer un blocage chez toi. Non, mais bon, je te dis, je fais toujours super gaffe quand même. Donc, je vois pas pourquoi on pourrait me le demander. Eh bien, merci beaucoup Lauraline Braderne d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et on te retrouve très vite avec tes prochaines parutions. Merci beaucoup. Je suis très contente d'avoir pu papoter un long moment avec toi et merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de faire une ouverture sur mes histoires et sur mon univers. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cet épisode consacré à la romance militaire. J'espère qu'il vous a donné envie de découvrir ces romans pleins d'action et d'émotions. Retrouvez-moi sur Instagram, swollen_LRCG_podcast,
pour partager vos lectures préférées en romance militaire. À bientôt pour un prochain épisode.